Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un plaisir de pouvoir tous vous retrouver. Donc aujourd'hui, nous allons être beaucoup dans la spiritualité. Nous allons parler de méditation, des différents bienfaits de la méditation. Nous allons aborder le moi profond, les différentes façons de se respecter dans son intérieur. Et ensuite, nous allons parler des massages, donc une pratique qui est plus dans le toucher, beaucoup plus intime, et les bienfaits que le massage apporte, et tout ce qui peut par la suite, tout ce qu'ils peuvent par la suite libérer. Euh, voilà, la personne qui va intervenir nous expliquera bien correctement les différentes conséquences à la suite des massages. Donc, aujourd'hui, j'ai fait intervenir Isabelle. Donc, Isabelle qui est beaucoup plus sur tout ce qui est respiration, massage et méditation. Donc, bonjour Isabelle. Bonjour. Donc, aujourd'hui, Isabelle, vous souhaitiez parler en termes de méditation et montrer que la méditation et l'alimentation peuvent être des sujets qui, voilà, sont de pair. On peut avoir des, euh, des roues parallèles, des voies parallèles ensemble avec la méditation. Ouais, elles sont proches, ces deux thématiques qui sont proches pour deux raisons. D'abord, et ça on le retrouve dans beaucoup de traditions asiatiques, d'abord le fait de manger trop et de manger lourd, ça, euh, ça utilise énormément d'énergie dans le corps, qui est une énergie qui peut pas être mise à profit de la santé, du bien-être, de la régulation émotionnelle, du relâchement ou même du développement personnel. Si on est tout le temps en train de digérer des grosses quantités de viande ou des grosses quantités de gluten ou même des produits qui sont pas naturels ou qui sont modifiés, toute notre énergie est plombée dans le corps. Donc forcément, ça impacte notre santé puisque l'aliment en tant que tel n'est pas bon pour la santé, mais en plus, ça impacte notre santé parce que l'énergie, elle peut plus circuler ailleurs dans le corps et être mise au service des autres plans de l'être. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est que une des raisons qui fait qu'on peut avoir une alimentation, par exemple, compulsive ou déficitaire, ça dépend, ça va être beaucoup ce qui est en lien avec la gestion des émotions, nos processus personnels, l'état de stress qui est en augmentation permanente dans notre société. Et ça, forcément, ça impacte notre manière de nous nourrir parce que la nourriture va devenir soit une compensation, soit un endroit qu'on n'investit plus. Donc la méditation, même s'il y en a beaucoup à travers le monde, elle permet notamment de trouver cet espace de tranquillité, de relâchement à l'intérieur, où du coup notre rapport à la nourriture n'est pas faussé par le besoin de manquer un vide ou de s'évader ou quoi que ce soit. Voilà, ça c'est la première raison. Donc dans la méditation, on peut trouver différents aspects. D'une part, la respiration d'avoir soit des cycles respiratoires spécifiques, soit une respiration ample. Ça va permettre notamment de créer un relâchement au niveau du diaphragme, ce qui va notamment avoir comme effet de relâcher toute la sphère viscérale, donc de relâcher la tension qu'il y a dans l'estomac, de relâcher la tension qu'il y a dans le foie, de relâcher la tension qu'il y a dans les intestins. Donc tous les organes vont pouvoir fonctionner normalement, ou du moins d'une meilleure manière. Et la digestion va mieux se faire, et donc l'assimilation et l'élimination des aliments va mieux se faire. Ça, D'accord. c'est la première chose. Ça, c'est vraiment sur le plan de la respiration. Ensuite, il y a des cycles respiratoires particuliers qui permettent notamment de réguler le stress. Notamment, il y a un cycle que moi j'aime bien qui consiste en 6 secondes d'inspire, 3 secondes de rétention et une expire libre et spontanée.
Et respirer comme ça pendant 3-4 minutes, ça va vraiment tranquilliser au niveau du plexus solaire, le centre qui est impacté par les émotions. Et donc retrouver voilà, un espace de respiration, de tranquillité, de sérénité, de paix. Est-ce que je peux juste intervenir? Oui, bien sûr. J'ai fait de la respiration cardiaque et je voulais juste faire une petite différence parce que du coup, en respiration cardiaque, en fait, en cohérence cardiaque, du coup, on ne retient pas pendant 3 secondes, on respire directement. Est-ce qu'il y a une petite différence? Est-ce que les gens se... En fait, les deux sont justes, c'est pas exactement les mêmes objectifs. Là, le 6-3 libre dont je parle, ça permet vraiment de tranquilliser ce centre qui est le plexus solaire. Après, l'intérêt de base, et ça, quels que soient les rythmes, de rentrer dans des rythmes respiratoires spécifiques, donc de compter l'inspire, de compter l'expire, ça permet notamment de focaliser l'esprit sur cette question-là et donc du coup de laisser de côté tout le reste qui peut parasiter au niveau psychique. Ensuite, il me semble que la cohérence cardiaque, c'est aussi de créer un pont entre le système nerveux et le cœur, il me semble. Mais vous seriez mieux placé que moi pour en parler. J'ai eu quelques petites notions, mais je ne vais pas dire n'importe quoi. Je sais que c'est pour les gens qui sont comme moi très nerveux et qui ont besoin de s'apaiser à un moment donné et surtout en fin de journée pour faire un constat de journée, mais on en parlera tout à l'heure justement. En fait, souvent l'intérêt de la respiration, c'est que ça va permettre au niveau du système nerveux de basculer dans le système parasympathique. Donc, grossièrement, le système orthosympathique, c'est tout le système de l'action. Donc, type montée de stress, sécrétion d'adrénaline, de cortisol pour agir. Sauf que comme on est surstimulé, on est tout le temps en mode action. Et c'est notamment le fait d'être dans cette partie-là qui bloque la digestion. Le système parasympathique, c'est le système qui favorise le relâchement, la régulation, la récupération. Et le fait d'être dans des cycles respiratoires comme ça abaisse la tension au niveau du système nerveux et ça permet la bascule dans cette partie-là du système. Voilà. Et ça, c'est tous les cycles respiratoires qu'on sait bien. Non, ouais, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment très intéressant, ça. Parce que ça revient effectivement à tout ce qu'on se disait à la base. Et je trouve ça vraiment bien. Donc, on parlait effectivement de la gestion des émotions. On avait un petit peu débordé sur la psychanalyse en parlant des différents mois. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu le lien entre la méditation et un peu la psychanalyse avec le moi? Alors moi, le lien que je peux en faire, c'est que dans les méditations que je guide, notamment, je guide beaucoup de méditations sur l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur permettant justement de retrouver cet espace de tranquillité, de non-identification aux événements de la vie, pour retrouver un espace où on peut être un peu plus observateur et donc prendre du recul par rapport au stress et même à différents niveaux, par rapport au choc émotionnel, voire même au trauma. Et ça permet notamment de trouver cet endroit de nous que vous appelez le moi profond, mais auquel on pourrait donner d'autres noms. Moi, j'ai un plus des courants spirituels, donc on les appelle d'autres manières, mais ça, pour moi, c'est qu'on parle de l'essence ou du moi profond ou même de l'âme, c'est simplement cette partie de nous qui n'est pas touchée par l'histoire et qui, du coup, peut se mettre en observateur et donc, du coup, trouver un espace de réparation puisqu'il n'y a plus l'identification répétée à tout ce qui nous arrive et où, du coup, on rejoue la scène en permanence. On ne se distancie pas et donc forcément l'émotion ne peut pas se réguler. Donc la méditation notamment, elle permet de retrouver cet espace à partir duquel je peux vraiment rentrer dans des processus de guérison, de compassion, de compréhension, de pardon et où chaque événement devient plutôt qu'être un frein ou être un choc, devient un moyen de me transformer, de grandir et de m'élever. Voilà. D'accord. Non, mais c'est intéressant. C'est très intéressant. Et du coup,
comment vous parliez de certaines blessures. Comment dire, la respiration, qu'est-ce qu'il y a dans la méditation qui permet de récupérer quand on a pris des coups dans la journée, la collègue parce que très sympathique, le déjeuner du midi qu'on n'a pas suffisamment voilà, pris le temps de digérer ou on a mangé un peu trop vite sans respecter forcément son corps. Le patron qui nous met sans cesse le stress, ou ben voilà, ou malheureusement, ce qui peut arriver, voilà, une, une rupture sentimentale et voilà, vous, à travers la méditation, vous parliez justement de cette possibilité d'aller récupérer de ces blessures de la journée. Alors, bon, il y a différentes choses dans ce que vous avez dit. D'abord, il y a la question du fait qu'on a des modes de vie tellement stimulants qu'on prend même plus le temps de manger. Donc, du coup, ça se bloque à un endroit. Donc, déjà, la méditation, elle va permettre, comme je vous disais, cette bascule dans le système parasympathique où, du coup, tout le système digestif va pouvoir reprendre ses fonctions. Donc, ça, c'est la première chose. Sur ce qui est, par exemple, de l'ordre de la tristesse ou de la colère, c'est comment je mets suffisamment d'espace à l'intérieur de moi-même pour simplement accueillir et pas être juste dans l'explosion émotionnelle, mais plutôt de pouvoir rentrer dans un espace d'écoute. Ok, qu'est-ce qui me met en colère? Qu'est-ce que ça vient toucher chez moi? Qu'est-ce que ça vient toucher peut-être comme blessure ancienne? Et où du coup, je peux vraiment créer par un travail de réparation, où du coup, cette colère, elle devient un terreau de compréhension de ce qui se joue au niveau de ma conscience ou de mon inconscient ou de mon histoire. Par rapport au stress, notamment au travail, c'est aussi que dans un monde idéal, on ne devrait pas travailler autant qu'on vit, on ne devrait pas être stimulé autant qu'on est stimulé. Et normalement, après chaque montée en stress, que ça soit pour, je sais pas, pour une réunion ou simplement pour courir pour attraper son train ou un conflit, donc toutes les stimulations de stress, normalement, on devrait avoir ce petit espace de récupération où la tension, elle se met à redescendre, où le système nerveux s'apaise, où on peut réguler toutes ces sollicitations. Sauf que comme on est en accumulation de stress et qu'en fait, ça s'empile, ça s'empile, ça s'empile et on n'a plus d'espace de relâchement, on peut s'asseoir juste 2 minutes et souffler. Bon, c'est notamment ça qui peut générer une des grandes pathologies du XXIe siècle, qui est le burn-out. Ouais, Ou des personnes qui sont très nerveuses ou qui sont hypersensibles, ou voilà. Mais donc d'avoir ce petit temps de respiration, et c'est un petit peu la même chose avec les massages, ça peut permettre de finir des micro-boucles. Et donc de digérer peut-être une émotion de la journée. Et donc du coup, hop, il y a cette mémoire émotionnelle qui peut se réguler au niveau du corps, qui peut s'éliminer, et où du coup la jauge d'accumulation descend un petit peu. Donc, dans l'idéal, c'est bien d'avoir plusieurs temps comme ça dans la journée, d'avoir peut-être une hygiène où même je peux commencer ma journée avec des temps de respiration ou d'intériorisation qui me préparent en quelque sorte, qui relancent ce processus, cette capacité qu'a le corps. Ça crée comme une sorte d'armure en fait. Et de l'avoir à la fin de la journée, où simplement je peux avoir un petit temps pour moi qui est hors de celui de la famille, qui est hors de celui du couple, qui est hors de celui du travail, qui est hors de celui des fonctions, qui est hors de et juste un temps pour moi où je peux relâcher. Oui, ouais, je comprends. Et pour une personne, homme ou femme, on va dire qui prend le métro le matin à 7 heures, voilà, et commence à 9 heures le travail. Bon, elle a déjà accumulé 2 heures de stress. Ouais, d'accord. Bon, ensuite elle va arriver sur son travail, sur son lieu de travail. Bon, ça va être un petit peu compliqué de dire à son patron, j'ai accumulé 2 heures de stress, donc là, je vais commencer à être proactive vers 11 heures. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais.
comment on peut rejoindre ce que vous dites là à quelque chose voilà, d'applicable en fait. Comment on peut appliquer? C'est là où ça devient compliqué, c'est qu'en général, plus l'accumulation est grande, plus le relâchement est long. D'accord. Par exemple, des personnes qui vivent comme ça depuis des années et des années, au bout d'un moment, elles créent même une forme de cuirasse où c'est même impossible pour elles de se relâcher puisqu'en fait, les réflexes, ils sont très présents dans le corps. C'est pour ça que je disais que l'idéal, c'est peut-être de mettre en place une hygiène matinale qui permet déjà plutôt que d'être dans un processus de récupération, d'être déjà dans un processus d'anticipation. Où en fait, je vais faire en sorte que déjà tout ce stress m'atteigne moins. Et donc se cristallise moins. Et donc du coup, que j'ai moins besoin de l'évacuer. Souvent, on dit que l'idéal, c'est de méditer le matin, par exemple. D'accord. Ça pourrait être un peu le matin, un peu le soir, d'avoir un temps de sieste aussi. La sieste, effectivement, de toute façon, les gens sont dans le RER, même s'ils n'aiment pas trop dormir comme ça, la plupart dorment. La plupart ils ont le regard dans le vide, ils essaient de penser à leur chien quand ils ont un chien, à leur femme quand ils ont une femme, à rien quand ils ont rien, mais voilà, ils pensent. Malheureusement, du coup, j'ai l'impression que le cerveau quand même médite, même si on n'a pas forcément fait des grandes formations sur la méditation, le cerveau se met à méditer tout seul en fait. Enfin, moi, je me souviens quand je prenais le train le matin, ou quand je prends le train, que je suis tout seul, mon cerveau il se met à s'échapper et ça peut s'apparenter à de la méditation. Alors ça peut s'apparenter, ce serait plus un état de contemplation. Où la méditation, c'est vraiment cette idée d'être observateur et donc du coup de mettre de la distance entre justement ces différentes espaces de nous pour justement retrouver ce que vous appelez le moi profond qui est un espace à l'intérieur de nous qui est pas touché, qui est neutre et qui est tout le temps bien en fait. D'accord. Et c'est sûr qu'effectivement dans cette posture-là, l'alimentation n'est pas touchée. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'addiction qui se crée. Voilà. Il n'y a pas de nœud à l'estomac quand on a envie de digérer. Ça se fait beaucoup plus facilement. Après, c'est vrai que on va aborder la deuxième partie qui est les massages, mais je pense qu'on a tous un effort à faire pour cheminer vers un mieux-être, soit par la pratique d'un Miracle Morning, si vraiment on n'arrive pas à se détacher le matin et pour être proactif toute la journée, quoi. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut être proactif. Donc, on ne peut pas dire à son patron à 11h, voilà, je vais être actif parce que je me suis levé à 7h, j'ai déjà pris 2 heures de transport en commun, donc j'ai besoin de respirer. Donc, mais après... Après, c'est des habitudes qu'on reprend aussi, c'est-à-dire que plus on pratique, plus la régulation, elle se fait rapidement. Et là où, en fait, on aurait eu besoin d'une heure, on finit par avoir besoin d'une demi-heure, puis de 20 minutes, puis de 10 minutes. Puis des fois, le simple fait de se poser 5 minutes, hop, déjà, on récupère et on retrouve ses réflexes de régulation et tout ça. Donc, c'est exponentiel.
au début, c'est compliqué et puis plus on pratique, plus cette routine, elle s'installe en nous. Et d'une part, moins on est touché par le stress et ensuite, plus on l'évacue vite. Ouais, d'accord. D'accord. Est-ce que vous aviez un autre lien à faire entre la méditation et l'alimentation? Un autre lien que le moi profond, le respect Non, de soi? non, je D'accord, pense que c'est bon. d'accord. Alors du coup, on souhaitait aborder le côté du soin beaucoup plus dans tactile, en voilà les massages, les différents bienfaits du massage. Quand je vous ai abordé, je vous ai demandé si vous arrivez d'avoir des gens qui avaient des vraies souffrances liées à l'alimentation. Donc, vous allez pouvoir un petit peu nous en parler de, de cette capacité qu'ont les mains à, à faire vraiment de la magie, quoi, et du bien encore, que vous allez pouvoir nous en parler, et puis je vais, vous allez, vous allez dire les différentes techniques que vous, que vous employez. Alors, bon, c'est vrai qu'il y a différents types de massages, hein. Dans les grandes traditions, on retrouve des massages plus sportifs. C'est pas vraiment ce que j'ai développé. On trouve effectivement les massages ayurvédiques qui eux ont plus une vision de santé globale et de redistribuer l'énergie dans le corps. Donc ça, c'est un des piliers. On retrouve les approches plus psychocorporelles dont je vais pouvoir parler. Et après, on retrouve les approches qui viennent de milieux plus thérapeutiques qui permettent de travailler spécifiquement au niveau des organes. Ça va nous intéresser aussi. Le massage, il a avant tout cette fonction de nous ramener au corps, puisque dans ces processus de stress et de surstimulation, souvent un des effets, c'est qu'on coupe avec la sensation. C'est un peu cette, cette idée qu'on peut avoir d'être à côté de soi-même, d'être dispersé, de plus vraiment savoir qui on est. Ça peut emmener des choses comme ça. En plus, avec tous les troubles qui sont liés à l'alimentation, qu'elle soit excessive ou déficitaire, les problèmes de poids, souvent ça crée des situations où on n'est pas bien avec son corps, où on n'est pas bien avec soi-même, donc on se coupe de son corps. Et le massage, il va vraiment nous permettre de réhabiter ce temple, en fait, de réhabiter cet espace, donc de retrouver nos sensations, donc de nous réconcilier à notre corps. Donc ça, forcément, ça va impacter notre rapport à la nourriture, puisqu'à partir du moment où je suis bien dans mon corps, où je réapprends à m'aimer mon corps, j'ai plus envie de le polluer. C'est une réaction en chaîne, donc du coup, je vais forcément faire attention à ce que je mange. Si je suis coupée de mon corps, j'ai pas forcément conscience. Je n'ai même pas conscience physique, au niveau de mes sensations physiques de comment l'alimentation m'impacte. Et puis en plus, je peux même pousser à ne pas en voir l'intérêt de faire attention à ce que je mange. Alors que si je comprends l'importance qu'a mon corps dans la vie, que ça soit au niveau biologique ou que ça soit pour tous ces processus de régulation émotionnelle ou d'énergie vitale, forcément, j'ai envie d'en prendre soin et donc forcément, je fais attention à ce que je mange. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est vraiment que le fait de travailler au niveau du corps, ça va permettre de réguler tous ces résidus de stress émotionnel ou traumatique, qu'ils soient récents ou très anciens, puisque même avec le massage, des fois, on peut réguler et éliminer des mémoires qu'on 10, 20 ans, même des mémoires d'enfance, sans forcément qu'on ait conscience intellectuellement de ce qu'on est en train d'éliminer. Ça ne veut pas dire que c'est associé à un souvenir précis. Et des fois, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui s'évacue et où on peut se sentir libéré d'un poids, vraiment après. Là, au niveau des intestins, donc les intestins qui ont la capacité à digérer tout le bol alimentaire, il y a aussi la capacité à digérer les émotions. Sauf que c'est toujours la même histoire, comme il y a cette surstimulation de stress, les intestins ils sont bloqués.
Donc, les émotions ne se régulent pas, donc surstimulation de stress, donc ça bloque encore plus les intestins. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Justement, le massage, simplement parce qu'il va permettre ce relâchement, permettre cette relaxation, les intestins vont pouvoir reprendre leur fonction et donc, du coup, réguler l'histoire. Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on prenne un moment pour les questions? Oui, alors j'avais juste une dernière chose, c'est que le massage, il permet aussi de travailler spécifiquement au niveau des organes, donc de relancer par exemple la fonction de l'estomac, de venir drainer les intestins, de relancer par une valvule qui fait le lien entre le gros intestin et l'intestin grêle, qui est la valve iléocécale, qui est une valve qui se bloque beaucoup en cas de stress ou en cas de gros apports alimentaires, notamment de gluten. C'est celle qui est juste avant l'appendice. Donc souvent on prend on croit que c'est une appendicite, mais en fait c'est une inflammation de cette valvule et ça crée des énormes douleurs, ce qui peut même venir impacter les jambes. Enfin, voilà. Donc le massage, il va permettre d'accompagner tout ça aussi. D'accord. Voilà. Non, on a parlé effectivement du massage. On a un petit peu débordé sur le schéma corporel avec les différents intestins. Les intestins, donc, c'est le deuxième cerveau. Mm-hmm. Au début, on avait très peu d'informations sur le cerveau, donc déjà au début, on était un peu à côté de la plaque. Et là, aujourd'hui, donc on commence à prendre les émotions vraiment très au sérieux, à un tel point que maintenant, il y a un QI et un QE. Donc le QI, quotient intellectuel, QE, quotient émotionnel. Et donc, pour les intestins, du coup, voilà, qu'est-ce que vous avez pu avoir comme type de personne, vous, qu'est-ce que vous avez rencontré comme type de gens que vous avez réussi à dégager grâce au massage? Bon, je sais pas, il faudrait que vous affiniez un peu plus la question. Est-ce que vous avez eu des gens qui étaient soit avec des troubles d'addiction, des troubles alimentaires, avec qui vous avez réussi à faire partir leur addiction ou au moins la diminuer. Et Alors, moi, c'est vrai que j'accompagne beaucoup des personnes dans des processus de régulation émotionnelle ou des personnes qui ont besoin qui ont subi des traumatismes importants, qui ont besoin de trouver un espace de mieux-être. Donc, dans ces cas-là, c'est pour ça que je vous parlais de cette capacité qu'ont les intestins et c'est aussi pour ça qu'on parle du deuxième cerveau, cette capacité qu'ont les intestins à digérer notre histoire. Oui. Aussi large soit-elle. Donc ça, j'ai pu vraiment accompagner des personnes dans des transformations importantes. Après, dans ma vision, c'est pas moi qui fais, c'est le corps a cette intelligence. Sauf que c'est une intelligence qui est perdue et le massage permet de réactiver cette intelligence-là. Mais quand vous dites j'ai pu transformer, j'ai accompagné des personnes dans leur propre transformation. Ouais, j'ai pu accompagner les gens dans leur propre transformation. Donc, on est dans une dimension de développement personnel un peu. On est soit dans une dimension de libération émotionnelle, de personnes qui ont réussi à sortir, qui ont pu sortir d'états de torpeur ou de gros stress grâce à des massages répétés, à une multiplication de séances, soit dans une dimension de développement personnel. Ça dépend dans quelle est l'intention de la personne. Non, mais c'est vrai que moi, c'est vrai que je suis plus quand on parle de transformation,
j'associe ça tout de suite au développement personnel, mais vous, effectivement, vous avez des émotions qui sont très importantes. Donc, du coup, nous avions la réflexion sur le rythme de vie un petit peu, qui est de plus en plus intense. La santé au XXIe siècle, on commençait un petit peu à réfléchir, notamment pour vous, les personnes qui sont un petit peu des gens qui véhiculent une certaine idée une idéologie de bien-être et essayer vous êtes un peu des porte-parole en fait. Donc là, qu'est-ce que, en termes de stress, de sommeil, d'émotion, de récupération, il y avait peut-être des choses que vous souhaitiez aborder? Alors, c'était plus par rapport ce dont je voulais parler, c'était aussi par rapport à la digestion. C'est que je vois bien comment donc à la fois nos rythmes de vie, à la fois nos émotions, à la fois le stress, tout ça vient impacter tout le système digestif. Et moi, dans mon travail, c'est quelque chose que j'ai pas abordé, mais j'ai aussi une pratique donc qui s'appelle le Wu Tai, qui me permet de faire vraiment un travail viscéral spécifique et donc de relâcher les tensions qu'il peut y avoir au niveau de l'estomac, du foie, des intestins, des différents organes qui peuvent découler d'une mauvaise alimentation, mais qui découlent bien souvent d'états de stress et émotionnel chronique. Mais où du coup ça crée une réaction en chaîne, c'est que comme l'organe est, je dirais, dans une situation de déficit ou de mauvais fonctionnement, du coup forcément il assimile mal les aliments ou il les transforme mal et donc du coup ça peut créer des problèmes de santé très importants. Donc même si je m'inscris pas dans un espace médical et que je viens pas soigner des pathologies et tout ça, néanmoins, je vois bien que comme on le fait simplement d'entretenir la mécanique et de relancer la mécanique, ça permet de digérer, d'assimiler davantage et donc peut-être d'avoir un peu plus conscience de ce qui circule à l'intérieur de nous, d'être un peu plus à l'écoute de notre corps et donc de nos besoins en termes de quantité alimentaire, en termes de qualité alimentaire. Puisqu'il y a ça aussi, c'est que plus je suis à l'écoute de mon corps, plus je peux sentir si j'ai besoin de manger des légumes ou si j'ai besoin de manger des féculents, ou si j'ai besoin de manger des fruits ou si j'ai besoin de manger de la viande. Et donc mon alimentation, elle n'est pas automatique, elle est connectée à ce que mon corps me communique de manière sensible. Mais pour ça, il faut bien que j'ai recréé un espace de communication et d'écoute. Voilà. Après, pour répondre à votre question, pour moi, vraiment, c'est déjà ce que j'ai dit au début, c'est que dans un monde idéal, on ne devrait pas travailler autant, on devrait avoir beaucoup plus d'espace de tranquillité, d'écoute, puisque cet état de stress chronique, c'est pour moi le plus grand responsable de pathologies, qu'elles soient, ou de problèmes, ou de manifestations, que ce soit sur le plan émotionnel, psychique ou physique. Donc c'est vraiment comment, comme vous l'avez très justement souligné, tout en faisant avec cette réalité que on est dans des modes de vie très actifs, comment je peux quand même trouver ces petits espaces simplement pour que mon organisme puisse bien fonctionner, puisque vraiment, et pour revenir sur cette idée de respiration, donc vous savez que lorsqu'on inspire, le diaphragme descend, lorsqu'on expire, il remonte. Souvent, l'état de stress, il bloque le diaphragme en mode inspire, donc en position basse. Donc, ça vient écraser toutes les viscères, d'où les problèmes de digestifs très importants. Et ça vient tirer sur des structures musculaires, donc ça crée des problèmes de dos. Comme les organes sont lourds, ça vient tirer sur la colonne vertébrale. Puis ensuite, ça crée une réaction en chaîne juste d'un point de vue mécanique au niveau du corps qui est incroyable. Donc pour moi, la base, c'est vraiment la régulation du stress.
et de trouver soit à l'aide de la respiration, soit en recevant des massages. Mais après, c'est chacun qui trouvera sa porte d'entrée. Il y a des personnes qui sont très sensibles au massage, d'autres peut-être ce sera la sophrologie, d'autres peut-être ce sera aussi un travail thérapeutique avec peut-être un psychologue ou un psychothérapeute ou un énergéticien. Il y a différentes portes d'entrée qui sont possibles. Mais l'objectif, et c'est là où nous, les thérapeutes, ou les praticiens, on se rejoint tous, l'objectif, c'est quand même de trouver un espace paisible à l'intérieur de soi, d'accompagner le corps, de retrouver cet espace de respiration à l'intérieur, de permettre un mieux-être qui ensuite va créer plein de réactions périphériques. Après, donc, bon, c'est vrai que vous dites qu'on travaille beaucoup, mais de l'histoire de l'humanité, on n'a jamais si peu travaillé. Ah oui. Eh ben, je les plains, ceux qui étaient comme ça avant. On a quand même la possibilité aujourd'hui, on est en France, on est un très, très beau pays. Moi, je suis auto-entrepreneur, je travaille à mon compte. Vous êtes à votre compte aussi. Mm-hmm. Donc, on a pu effectivement expérimenter la semaine de 4 heures, voir ce que ça nous faisait. Qu'est-ce que vous en retirez? Moi, je pense vraiment que je suis une privilégiée, puisque j'ai réussi à créer un mode de vie qui me ressemble, même si, bon, il y a la façade et après, il y a ce qui se joue dans les coulisses, où moi aussi, j'ai des états de stress, mais où je peux aménager quand même mon emploi du temps à ma manière pour quand même, du coup, acclimater ce stress et trouver donc ces fameux espaces de récupération et de régulation. Mais en fait, il y a autre chose qui se double à la dimension de stress, mais là, c'est un autre sujet, mais qui est aussi, et ça, nous, on l'a pas en auto-entreprise, mais on le trouve dans beaucoup d'institutions, dans les grosses entreprises et tout ça, c'est tout le poids hiérarchique, toute la pression hiérarchique qui donne souvent lieu à une non-égalité entre les individus. Et ça vient aussi peser, je pense, au niveau de la conscience et de l'inconscient. Oui, on a parlé des transports en commun. Après, effectivement, il y a cette volonté de s'affranchir des résultats du patron. Et aujourd'hui, de toute façon, de plus en plus de gens, avec ce qui s'est passé malheureusement ces 10 dernières années, vont s'affranchir de plus en plus. Ou s'ils ne le font pas, c'est qu'ils n'ont pas dû entendre les bons canaux. Il y a de plus en plus de gens qui, ces 10 dernières années, ont fait un pas vers le développement personnel. Avant les gens passaient pour des illuminés, des francs-maçons, des gens un petit peu bizarres. Maintenant, je parle ouvertement de développement personnel avec des gens et ok, c'est cool. T'es dedans. Moi, je me sens pas forcément prêt ou c'est pas le temps pour moi, c'est pas le timing, mais j'entends. C'est pas c'est pas la même réceptivité que avant. Ah oui, Avant, ça c'est sûr. tu veux réaliser tes rêves, tu sais que tu as 90% de chances de te casser la gueule quand même. Ouais, mais bon, j'y vais. Mais tu sais quand même que tu as 90% de chances de te casser la gueule. Et que si tu reviens, on va se foutre de toi. Et on va bien se foutre de toi. Là, aujourd'hui, les gens, ils prennent le risque. Parce que ces 10 dernières années, ils ont vu des choses qui étaient inadmissibles. Et ils se sont dit, on n'a qu'une vie. Donc, je pense que on n'a jamais été dans une période où on a si peu travaillé. Très sincèrement. Bon, il y en a effectivement qui ont été un peu dans l'excès. Et très sincèrement, il y a
En tout cas, on est dans une période où les gens prennent de plus en plus conscience et de l'importance de prendre soin d'eux et de l'importance de se donner la priorité à soi-même avant le reste. Oui, mais Voilà. on peut pas leur en vouloir. Ah non, justement, c'est très bien. C'est très bien et ça va justement impacter, pour revenir à la question qui vous intéresse, ça impacte notamment l'alimentation. Mhm. Mais Où il y a cette envie de s'extraire de la contrainte et de ne plus laisser quelqu'un d'autre être détenteur de nos choix et ne plus, voilà, ne plus dépendre des décisions d'autrui. Donc il y a comme vraiment cette envie de reprendre ses responsabilités mhm. dans tous les domaines de notre vie. Donc ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau affectif, au niveau relationnel, au niveau amical, au niveau culturel, au niveau et bien sûr au niveau alimentaire. Donc je pense qu'on est quand même sur Mhm. la bonne voie. Oui, puis le burn-out, on en a parlé en mal. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le burn-out, c'est très bien en fait. C'est très bien parce que c'est la limite de ce que notre corps, notre esprit est capable d'accepter. Donc, je l'ai vécu en maison de retraite et donc j'en suis ressorti avec une sciatique. Mm. D'accord. Mon corps me disait, se toilette le matin, ça fait quand même pas mal quand même. Et puis niveau éthique, c'est pas terrible quand même. Se toilette le matin, ça fait 6 minutes par personne, ça fait pas beaucoup quoi. Mais je continuais. J'avais comme petite excuse le rendement, la cadre infirmière. Donc, je m'inscrivais effectivement dans cette, dans cette, dans l'expérience de 1000 grammes, par exemple. L'expérience de 1000 grammes c'est la personne supérieure qui m'a demandé de faire. Donc, du coup, je réfléchis pas et je fais. Mm. Hein, donc, dans l'expérience de 1000 grammes, voilà, la personne dit, vous allez mettre 100 volts à la personne si elle répond mal et on augmente le voltage et vous inquiétez pas, de toute façon c'est moi, je suis professeur, c'est moi qui prends la responsabilité. Donc c'est la personne, quand elle fait le jeu, elle dit toujours non mais c'est pas moi, de toute façon c'est lui, donc c'est lui qui sait. Enfin, du coup nous on est pareil. Et je pense effectivement que dans tout ce qu'on a abordé là aujourd'hui, pour concrétiser réellement les choses, il faut, euh, il faut qu'on continue à cheminer vers une responsabilité, Mm. une responsabilité totale et profonde. Parce que Oui. le burn-out, en fait, c'est tout simplement une réponse du corps à, à dire, ben, je t'avais prévenu. Oui. Alors j'entends Et ce que... Oui. je t'avais prévenu. Et, 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 et comment dire, du coup, je t'avais prévenu, ça allait. Un os, ça pète. Un os, ça pète. Mm. Si tu le tords trop, un os, ça pète. Voilà. Maintenant, en fait, voilà. Alors oui, j'entends ce que vous voulez dire. Il peut être une bonne chose parce il peut servir d'élément déclencheur et de prise de conscience. Et d'ailleurs, c'est vrai que moi, j'ai plein de gens, que ça soit en individuel ou en collectif dans mes stages ou les formations que je donne, qui viennent après un burn-out parce que ça leur fait un électrochoc et qui comprennent c'est même plus l'important, c'est la nécessité de prendre soin de soi. Donc, en ce sens-là, il peut être une bonne chose. Néanmoins, c'est pas mal si on peut éviter d'en arriver là pour réagir. Ouais. Après, après j'ai eu différents intervenants et je me dis que quand même, bon, c'est pas la guerre mondiale. On vit pas en Syrie, on vit pas en Libye. Il y a des choses, certes, qui sont compliquées et dures pour certaines personnes, mais si on recadre bien les choses, euh, on est quand même dans un pays où on est quand même assez sécure quand même. Mhm. On va pas sortir.
je vais pas m'inquiéter pour vous si vous me dites, demain, j'ai une intervention à faire, c'est à 100 kilomètres. Si vous me disiez ça dans le même contexte que la Libye, je m'inquiéterais et je me dirais, bah ouais, mais j'espère qu'elle va pas se prendre une bombe en pleine poire, quoi, parce que là, on n'est vraiment pas. J'ai l'impression que on a peut-être aussi besoin de se remettre la dimension de l'urgent et de l'important, en fait. Qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Et cette dimension-là, si on la remet pas vraiment en place, je pense qu'on pourra vivre même aux Canaries, même au Panama, toute l'année, on sera malheureux. On trouvera quelque chose pour être malheureux. La noix de coco qui vient de tomber, qui n'était pas tombée suffisamment proche de là. Voilà. Et c'est là où, je pense que pour boucler la boucle, il y a vraiment cette idée de reconnecter justement ce moi profond qui, pour moi, est porteur de ces messages. De qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce qui me rend heureux. Bon, ça pourrait être l'objet d'un autre. Non, mais on va aborder cette dimension, excusez-moi, je zozote, mais du coup, on va aborder cette notion-là avec une personne en PNL. Voilà. Et pour redire, on n'est pas en Tunisie en plein printemps arabe. On n'est pas en Égypte, on est en France. On est dans un pays quand même qui est plutôt quand même bienveillant, avec des gens quand même qui sont assez bienveillants. On a la possibilité d'avoir une vie quand même assez correcte si on fait suffisamment des efforts. Aujourd'hui, je suis sorti d'un burn-out et j'ai pris conscience que avant de vouloir que la vie change, en fait, c'était à moi de changer. Donc, ça, c'est très important. Et une fois aussi que j'ai compris que la responsabilité, je ne pouvais plus la mettre à l'autre, mais c'était entièrement de ma faute. Ça veut dire que l'interview est ratée aujourd'hui, c'est de ma faute. C'est pas de la faute des autres, c'est de ma faute. Je prends la responsabilité de tout. Et voilà. Et prendre la responsabilité, c'est pas augmenter son stress. C'est tout simplement prendre de la maturité pour nous. Voilà. De mon côté, comment je voyais les choses. Et donc voilà. C'était juste une petite réflexion par rapport au cas pratique, par rapport à la méditation et au message. Pour moi, comment je réagis par rapport à ça, à votre intervention. Bon, on est d'accord que tout est une question de responsabilité individuelle et de qu'est-ce que je choisis de mettre en place dans mon quotidien pour développer un mieux-être. Oui. Qui ne veut pas dire que l'histoire ne va pas nous impacter et qu'on ne va pas traverser des choses qui peuvent être difficiles ou traumatisantes, mais parce que j'ai pris la responsabilité de comment je les traversais et comment je les prenais en charge. Soit par une hygiène de vie quotidienne qui me permet de mettre plus d'espace, soit parce que je fais un travail psychologique ou d'introspection qui me permet de comprendre pourquoi ça m'arrive et qu'est-ce que ça vient toucher chez moi, et donc de sortir de ce schéma où je rends en permanence l'autre responsable de mon mal-être. Soit en créant des espaces où je peux récupérer et être bien, mais c'est sûr que c'est une question de responsabilité individuelle. Néanmoins, on ne peut pas nier le fait qu'on est dans une société qui est stimulante à plein d'égards. Après, j'ai la responsabilité de voir comment je peux m'en extraire ou
ou m'en acclimater et faire avec. C'est moi qui ai la responsabilité de subir ou de pas subir. Là, on est d'accord. Si c'est ça ce que vous vouliez dire. Ben après, moi, c'est… Puisque j'ai le ressort d'échapper au danger, qui est effectivement pas un danger de question de guerre ou de survie. Après, des fois, je veux dire, une fois qu'on a pris conscience de ce chemin-là, c'est facile de dire que c'est une question de responsabilité puisqu'on est informé. Il y a aussi quand même une question d'information, d'accès à ces savoirs, où une fois qu'on met un pied dedans, effectivement, c'est plein de portes qui s'ouvrent et on peut trouver toutes les clés. Mais lorsqu'on est dans des modes de vie plus isolés, avec des informations peut-être plus contrôlées, c'est peut-être un peu plus difficile. Donc c'est aussi tout un chemin c'est notre travail à nous de diffuser de diffuser ces informations, de diffuser ces messages pour que ça touche le plus grand nombre et pour que chacun puisse retrouver cette liberté, cette responsabilité. Oui, je pense et en prendre pleinement possession. Je pense, très sincèrement. Je sais que nous sommes regardés en Algérie, je sais que nous sommes regardés dans quelques pays d'Afrique. Eux n'ont pas les mêmes possibilités que nous, on a en France, en termes de démocratie. Voilà. Donc, c'est juste pour essayer de leur dire bon courage et continuer sur ce chemin de libération, quoi, de votre esprit et de votre être, parce que vous êtes défini uniquement que par votre être intérieur. Voilà. Donc, si vous êtes joignable par quel biais, Isabelle, du coup? Alors moi, vous pouvez retrouver l'ensemble de mes activités. Donc, je reçois en individuel pour des massages, des soins énergétiques et des séances de détail. Donc ça, c'est vraiment un accompagnement plus au niveau du corps. Et après, j'organise des méditations guidées et je donne des formations en massage et en Wutai. Donc ça, c'est aussi pour permettre aux personnes d'être autonomes et donc du coup responsables par rapport à leur bien-être. Et mon idée, c'est pas de recréer des espaces de dépendance où on devient dépendant du thérapeute ou du praticien, mais comment peut-être dans la société, chacun peut s'aider et s'accompagner au sein des familles ou des couples. Voilà. Donc du coup, je donne des formations. Vous retrouvez l'ensemble de ce que je fais sur la page Facebook New Moon Bodywork. Donc New Moon Bodywork. Et par mail aussi bodywork.newmoon@gmail.com pour avoir l'ensemble de mes infos et recevoir ma newsletter. Je suis à Montpellier, donc je reçois en individuel dans le centre de Montpellier. Donc Isabelle, merci. Merci. Avec grand plaisir. Pour Montpellier, effectivement, là où il fait très très beau, j'imagine, aujourd'hui. Oui, et oui, il fait bon vivre pour le coup. Ouais, oui, du coup, vraiment sur la petite côte et pas loin d'Espagne, donc c'est super. C'est super. Donc du coup, Isabelle, merci pour toutes ces informations et ce passage d'ondes positives. Donc pour des personnes qui vont regarder cette vidéo, donc comme d'habitude, donc si vous n'avez pas encore fait, que vous découvrez le concept mon conseiller nutritionnel, donc je vous invite à regarder les 20 autres vidéos qui ont été faites auparavant où nous abordons plein de sujets et vous abonner du coup, comme ça ce sera plus simple, vous allez pouvoir accéder directement au contenu et ensuite vous pouvez également télécharger votre petit livret gratuit que je vous ai concocté pour
vous améliorer tout au long de votre alimentation au quotidien. Et je vous ai donné des petites astuces et donc voilà, c'est gratuit. Donc voilà, quand c'est gratuit, prenez. Et donc du coup, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et une prochaine interview, toujours pleine de profondeur et pleine de connaissances. Voilà. À vous, bonne journée à vous, bonne soirée. Je ne sais pas pour vous ce que c'est, donc au revoir.